J'étais là, dans mon salon, le sol en bois craquant sous mes bottes humides de neige fondue. La douce lueur de la cheminée dansait sur les murs, projetant des ombres familières que le silence avait toujours habituées. Mais ce soir-là, le silence était rompu. Brisé par le souffle haletant de Grace, la chienne, couchée sur une vieille couverture près de l'âtre, et par les petits couinements de ses chiots emmêlés contre elle, cherchant désespérément la chaleur de leur mère. Un silence différent, plus lourd, plus vivant. Ce matin-là, quand la lumière grise commençait à percer à travers les pins enneigés, j'ai réalisé que ma vie, telle que je la connaissais dans cette vallée de la Roche-Rouge isolée, avait complètement basculé. Je savais que les miracles n'arrivent pas avec des trompettes ou des éclairs. Ils arrivent souvent, quand on s'y attend le moins, à travers des choix qu'on ne pensait même pas avoir. Et ce choix, je l'avais fait au milieu d'une tempête de neige. Un blizzard à faire hurler les loups. Je me souviens encore de ce froid. Ce n'était pas un froid piquant, non. C'était le genre de froid qui s'insinue, qui vous paralyse les os. Le genre de neige qui tombe sans fin, recouvrant tout, comme un linceul pâle sur les collines arides des Cévennes. Les routes étroites de la vallée étaient devenues de longs rubans de silence blanc, sous un ciel bas et plombé. Je conduisais doucement, mon vieux pick-up traçant un chemin prudent dans les congères, les pneus crissants, mes phares luttant contre les flocons incessants. 45 ans et toujours cette impression d'être sur le qui-vive. L'entraînement de mes années passées chez les commandos de marine ancré en moi. Ma silhouette, pourtant un peu moins affûtée qu'à l'époque, portait encore cette force disciplinée. Mon visage, marqué par le soleil, le vent, le sel de la Méditerranée, avec mes cheveux foncés coupés courts et parsemés de gris aux tempes. Mes yeux, ils avaient appris à scruter chaque ombre sans même avoir l'air de regarder. La plupart des gens me trouvaient distante, voire froide. Je n'avais jamais vraiment fait d'effort pour changer cette impression. Ceux qui me connaissaient, même de loin, auraient vu la retenue dans mes mouvements, ma façon de me tenir, comme si j'étais toujours responsable de vies invisibles. Ce soir-là, j'avais terminé mon bénévolat à aider des automobilistes coincés sur l'autoroute de montagne. Un truc que je faisais sans explication. Je rentrais à ma petite cabane au bord de la vallée, un endroit que j'avais choisi précisément parce qu'il ne me demandait rien. La vallée de la Roche-Rouge se fichait d'où on venait, de ce qu'on avait perdu ou pourquoi on préférait le silence. Et ça me convenait parfaitement. La neige épaississait et mes pensées ont commencé à dériver, sans que je le veuille, vers des souvenirs que je m'interdisais de révisiter. Une lumière chaude dans une cuisine, il y a des années, le rire de ma femme dans le couloir, la façon dont tout ce qui m'était familier avait disparu d'un coup. J'avais appris depuis à bouger, à me rendre utile, à éviter l'immobilité où le regret aimait s'installer. La route a tourné doucement vers une portion de voie ferrée abandonnée, une relique d'une autre époque, quand les trains de marchandises traversaient de la vallée avant que de nouvelles routes ne la rendent obsolète. J'ai ralenti instinctivement, scannant la lisière des arbres et les rails à moitié enfouis, quand quelque chose a transpercé le silence étouffé de la tempête. Ce n'était pas fort, pas même distinct au début, mais il y avait une qualité brisée, tendue, qui m'a fait serrer les mains sur le volant. Un son qui n'appartenait ni au vent, ni au métal, ni à la terre vide. J'ai baissé ma vitre malgré le froid, laissant la neige tourbillonner dans l'habitacle, et j'ai écouté. Le son est revenu, faible mais indubitable. Un gémissement bas, tremblant, qui a tiré sur quelque chose de profond et immédiat en moi. J'ai garé le pick-up sur le bas-côté et je suis sorti, mes bottes s'enfonçant dans la neige fraîche alors que le vent poussait contre mon manteau. L'air était vif, me piquant les poumons, mais je l'ai à peine remarqué en suivant le son vers les rails. Ce que j'ai vu là m'a coupé le souffle. Sur les rails gelés, il y avait une chienne berger allemand. Son corps puissant étiré le long de l'acier, comme si elle avait choisi l'endroit elle-même. Son épais pelage noir et feu était couvert de neige et de glace.
Une corde grossière était enroulée étroitement autour de son torse et de ses pattes avant, s'enfonçant dans sa fourrure, et un morceau de tissu sombre lui couvrait les yeux, raidis par le gel. Pressés contre elle, 3 très jeunes chiots, pas plus de quelques semaines. Leurs petits corps liés ensemble par la même corde rugueuse, leurs minuscules visages également bandés, leurs flancs frissonnant faiblement. La mère m'a immédiatement repéré. Sa tête s'est légèrement soulevée, et même si ses yeux étaient couverts, son corps s'est tendu dans un arc protecteur au-dessus de ses petits. Elle a émis un son bas, pas un grognement, mais quelque chose de plus proche d'un avertissement, façonné par la peur plutôt que l'agression. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'avais déjà vu cette posture sous différentes formes, dans des endroits bien loin d'ici, quand quelqu'un savait que le danger arrivait et ne pouvait pas s'en échapper. Je me suis accroupi lentement, mes mouvements prudents, mes mains visibles. Doucement, ai-je murmuré, ma voix incertaine malgré la montée d'adrénaline qui commençait à pulser en moi. Alors que j'observais la scène, une autre sensation m'a atteint, subtile mais indubitable, une vibration sous mes bottes, faible d'abord, puis de plus en plus nette. J'ai tourné la tête et j'ai regardé le long de la voie. À travers la neige qui tombait, au loin mais se rapprochant rapidement, une lumière rouge terne fendait le blanc, suivie d'une autre, les signaux jumelés d'un train de marchandises qui arrivait. Mon esprit est devenu d'une clarté que je connaissais bien, comme toujours sous pression. Distance, vitesse, temps, pas assez. Je suis revenu au chien, à la façon dont le corps de la mère s'enroulait autour de ses petits malgré la corde, à l'impuissance imposée si délibérément, et quelque chose en moi a basculé. Il y a des années, on m'avait appris à ne jamais laisser personne derrière, mais ce n'était pas l'entraînement qui me poussait maintenant. C'était le poids de tous les moments où j'étais arrivé trop tard, où l'hésitation avait coûté des vies, où la survie avait ressemblé à une dette que je ne savais pas comment rembourser. La neige fouettait plus fort autour de moi alors que le son du klaxon du train commençait à résonner dans la vallée, long et urgent. Je suis resté là un battement de cœur de plus, sentant la peur et la mémoire me tirer dans des directions opposées. Puis j'ai plongé la main dans mon manteau, mes doigts se refermant sur la forme familière du couteau que je portais toujours par habitude, et j'ai avancé vers les rails. Le vent hurlait, les rails bourdonnaient, et quelque part, profondément sous le bruit, une promesse que je m'étais faite autrefois s'est levée de nouveau, claire et inévitable. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas fui. J'ai avancé, droit dans le blanc, alors que le klaxon transperçait la tempête et que la vallée semblait retenir son souffle. Le vent pressait plus fort maintenant, poussant la neige latéralement sur les rails alors que je m'agenouillais à côté de Grace. Ma respiration était lente et contrôlée, malgré l'urgence qui martelait ma poitrine. De près, je pouvais voir le fin tremblement parcourir le corps de la chienne, non pas de faiblesse, mais d'effort, la tension de se tenir entre le danger et ses petits, même entravés. Son pelage était épais et fort, le genre élevé pour l'endurance, bien que la glace s'était accrochée à la fourrure plus longue le long de sa poitrine et de ses pattes. Une de ses oreilles portait une petite entaille, une vieille blessure guérie depuis longtemps, et la forme de son crâne était noble et angulaire, d'une intelligence indéniable. Bien que ses yeux fussent couverts, sa conscience était manifeste. Elle savait que j'étais là, connaissait le son de ma respiration, le changement de mon poids, et elle a ajusté son corps pour mieux protéger les chiots, s'inclinant malgré la corde qui s'enfonçait dans sa fourrure. Ce mouvement unique m'a frappé avec une force inattendue. J'avais déjà vu cet instinct, pas chez des animaux, mais chez des hommes et des femmes qui avaient choisi de tenir bon, quand la retraite aurait été plus facile. Ma main gantée a plané à quelques centimètres de son épaule, puis s'est arrêtée. Le monde s'est rétréci, comme cela arrivait souvent quand quelque chose en moi s'alignait avec la mémoire plutôt que la raison.
Je n'étais plus dans la vallée de la Roche-Rouge. J'étais de retour dans la chaleur et la poussière, dans un endroit où l'air sentait le métal et la fumée, où les ordres avaient été criés par-dessus le rugissement des moteurs, et où une décision retardée de quelques secondes avait coûté des vies. Je me suis souvenu de ce moment avec une clarté cruelle, un couloir étouffé de débris, un signal mal interprété, le son d'un homme appelant une fois, et puis plus jamais. J'étais celle qui s'en était sortie. J'avais porté cette vérité comme un poids depuis, me disant que la survie n'était pas la même chose que l'absolution. La chienne a bougé de nouveau, un son bas grondant dans sa poitrine, et je me suis forcé à revenir au présent. La vibration sous la neige devenait plus forte, plus subtile, et les lumières rouges lointaines le long de la voie pulsaient faiblement à travers la tempête. J'ai jeté un coup d'œil aux chiots, 3 d'entre eux pressés les uns contre les autres, leur corps si petit que la corde semblait démesurée contre leur frêle forme. Ils étaient à peine assez âgés pour comprendre la peur, pourtant leurs flancs frissonnaient, la respiration superficielle et irrégulière. L'un des petits avait un masque plus sombre sur son visage, l'autre était plus clair, presque gris au niveau du museau, et le plus petit, Pierre, avait une fine bande le long de son dos, comme une ombre couchue dans sa fourrure. J'ai senti quelque chose se tordre douloureusement dans ma poitrine. J'ai pensé aux mots qu'on m'avait martelés il y a des années, prononcés par un homme à la voix usée par l'expérience. Personne n'est laissé pour compte. Ce n'était pas un slogan à l'époque, mais une promesse qui liait les gens plus étroitement que le grade ou le nom. J'y avais cru avec la certitude de la jeunesse, et même maintenant, brisé et remodelé par la perte, cela s'élevait sans crier gare. J'ai compris soudain que ce n'était pas un test de compétence ou de courage, mais de savoir si j'étais prête à tenir cette promesse quand personne ne regardait. La neige sifflait contre ma veste alors que je plongeais lentement la main dans mon manteau, mes doigts se refermant sur le poids familier de mon couteau. C'était une vieille habitude, une que je n'avais jamais complètement perdue. Porter la lame même dans un endroit qui n'exigeait pas une telle préparation. Je l'ai sorti, le métal attrapant une fine tranche de lumière, et je l'ai tenue basse, attentionné à ne pas effrayer la chienne. Je ne suis pas là pour te faire du mal, ai-je dit doucement. Des mots qui signifiaient autant pour moi que pour elle. Le son du klaxon du train m'a atteinte, plus clair maintenant, résonnant le long des parois de la vallée, un avertissement qui transperçait la mémoire et le doute. Mon pouls s'est accéléré, mais mes mains sont restées stables. Je me suis rapproché, testant la neige, calculant les angles, cartographiant déjà l'ordre dans lequel les cordes devaient céder. Dans mon esprit, le temps s'est compressé en segments propres et gérables, comme il l'avait toujours fait quand l'action remplaçait la réflexion. Pourtant, sous cette clarté, courait un autre courant, brut et profondément humain. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation, ce train qui arrive à toute vitesse, ces chiens attachés sur les rails, c'était une absurdité totale. Je veux dire, on est en France, dans une vallée perdue, pas dans un film d'action hollywoodien. Qui fait ça? Et moi qui pensais avoir quitté tout ça derrière moi, les décisions de vie ou de mort, la pression du temps, la culpabilité des « et si », me retrouver là, couteau en main, avec le bruit du train qui monte, c'était d'un grotesque absolu, non? J'avais cherché le silence, la simplicité, et voilà que la vie me jetait une scène digne d'un drame épique. J'ai toujours cru que j'avais tiré un trait sur ces situations, sur cette adrénaline. Mais il semblerait que le passé, ou du moins ce qu'il a gravé en nous, ne disparaisse jamais vraiment. On change de décor, on change de vie, mais le fond reste là, prêt à ressurgir. C'était ça, le plus déroutant. Enfin, retour à l'urgence. Le train ne s'arrêtait pas pour mes réflexions existentielles. Je me suis souvenu d'être resté seul après cette mission ratée. Le silence était plus lourd que n'importe quel bruit,
la façon dont j'avais rejoué chaque pas, chaque souffle, me demandant où j'aurais pu bouger plus vite, parler plus tôt, choisir différemment. La question m'avait suivi dans ma vie civile, dans les nuits sans sommeil et les pièces vides. Si j'avais été plus rapide, seraient-ils encore là? Maintenant, égenouillés dans la neige avec le train qui fonçait sur eux, la question s'est affûtée en quelque chose de plus simple et de plus dangereux. Allais-je hésiter de nouveau? La tête de la chienne s'est légèrement tournée vers moi. Les yeux bandés, cachés mais l'attention focalisée. Sa respiration s'est bloquée et pendant une brève seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait bondir malgré la corde, poussée par l'instinct. Au lieu de cela, elle est restée immobile, les muscles tendus, attendant. Cela aussi me semblait familier. Une confiance offerte dans des circonstances impossibles. J'ai dégluti, le froid me brûlant la gorge, et je me suis penché assez près pour sentir la chaleur émanant encore de son corps malgré la glace. J'ai posé une main fermement sur le rail pour me stabiliser, et j'ai levé le couteau de l'autre. Le klaxon a retenti de nouveau, plus fort. La vibration dans l'acier était indubitable. J'ai fermé les yeux pendant une fraction de seconde, non pas par peur, mais en reconnaissance du choix qui s'offrait à moi. J'ai pensé à la cabane qui m'attendait plus loin sur la route, vide et silencieuse, et à la vie que j'avais construite autour de l'évitement de moments exactement comme celui-ci. Puis, j'ai rouvert les yeux et j'ai laissé cette vie s'éloigner. Cette fois, ai-je murmuré dans la tempête, ma voix emportée presque aussitôt par le vent, « Je suis là ». Sur ce, j'ai positionné la lame contre le premier nœud, les muscles tendus et prêts, le passé reculant alors que le présent exigeait tout ce que j'avais à donner. Au moment où j'ai posé la lame sur le premier nœud, le monde s'est réduit au mouvement et à la pression, au son et au timing, comme toujours quand l'instinct prenait le dessus. Le rail d'acier sous ma paume vibrait fortement maintenant. Ce n'était plus un avertissement lointain, mais une chose vivante bourdonnant de force, et la neige autour de mes genoux frémissait en légères ondulations. Je ne me suis pas précipité, car la précipitation menait aux erreurs, et les erreurs coûtaient des vies. Au lieu de cela, j'ai inspiré une fois, profondément et mesurément, et j'ai tiré. Les fibres de la corde ont cédé avec un claquement étouffé, rigide à cause de la glace, mais sans résistance face à des mains entraînées. Le plus petit chiot, Pierre, a été libéré le premier, son minuscule corps s'affaissant contre la neige, les pattes faibles et incertaines. Je l'ai ramassé doucement, berçant la chaleur fragile contre ma poitrine pendant une demi-seconde avant de le glisser en sécurité derrière un support en acier où le vent était moins cruel. Le chiot a laissé échapper un petit son surpris, puis s'est tu. Sentant la sécurité sans la comprendre, le klaxon a de nouveau hurlé, assez proche maintenant pour que je le sente dans mes côtes, mais mes mains n'ont pas tremblé. Je suis passé au deuxième nœud, coupant la corde, liant le chiot de couleur plus claire, puis le troisième, celui plus foncé avec les marques ressemblant à un masque. Chaque chiot a tremblé violemment une fois libéré, leur petit cœur battant la chamade, mais aucun n'a essayé de s'enfuir. Ils sont restés prêts, se pressant instinctivement vers leur mère entravée. La chienne mère a réagi à chaque libération par une inspiration brusque, ses muscles se contractant comme si elle voulait se lever malgré la corde qui lui cisaillait la poitrine. Un son bas a grondé dans sa gorge, brut et urgent, et je l'ai reconnu non comme de l'agression, mais comme un commandement, le langage muet de la protection. « Je sais », ai-je murmuré, ma voix à peine audible sous la tempête alors que je me rapprochais d'elle. La vibration était devenue féroce maintenant, les rails bourdonnaient comme des fils tendus, et les lumières rouges du train brûlaient plus fort à travers la neige, peignant le sol blanc de flashs éphémères de couleur. J'ai ajusté ma position, mes bottes glissant légèrement sur le gravier glacé, et j'ai amené le couteau à la corde enroulée autour de la poitrine puissante et des pattes avant de la chienne. De près,
je pouvais voir les dégâts plus clairement. La fourrure frottée à vif sous la ligature, la peau rougie et enflée, des preuves d'une douleur endurée bien trop longtemps. Ma mâchoire s'est serrée, la colère brûlante et vive sous le calme extérieur que j'avais appris à afficher. Qui que ce soit qui ait fait ça n'avait pas simplement voulu que les chiens disparaissent. Il les avait voulus impuissants. La lame a mordu la corde, et pendant une fraction de seconde, elle a résisté, gelée, avant de céder. Grace a tressauté lorsque la pression s'est relâchée, son corps basculant en avant, mais elle n'a pas claqué ou agité ses pattes. Elle s'est figée à la place, incertaine, les yeux bandés, la tête tournant légèrement comme si elle cherchait la source du soulagement. J'ai glissé un bras sous sa poitrine et l'autre sous ses quartiers arrière, me préparant à son poids. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait, un muscle solide sous l'épuisement, et l'effort m'a arraché un grognement alors que je la soulevais. Une douleur a flambé le long de mon épaule où une vieille blessure protestait, mais je l'ai ignorée. Le klaxon a retenti de nouveau, assourdissant maintenant, l'air lui-même semblant se déchirer alors que le train fonçait. J'ai trébuché en avant, mes bottes s'enfonçant dans la neige et la pierre, transportant la chienne loin du rail. Derrière moi, les chiots s'accrochaient maladroitement, leurs minuscules pattes glissant alors qu'ils suivaient le son et l'odeur de leur mère. J'ai atteint le talus juste au moment où le sol commençait à trembler violemment, la force de la locomotive déferlant avec une inertie imparable. Avec une dernière poussée d'effort, je me suis à moitié hissé, à moitié tombé par-dessus le bord, tordant mon corps pour protéger la chienne, alors qu'il roulait dans une congère de l'autre côté. Les chiots ont culbuté derrière eux dans une dispersion de formes sombres contre le blanc. Le train a tenu un battement de cœur plus tard, un mur rugissant de métal et de vent, des étincelles hurlant de l'acier alors qu'ils déchiraient l'espace qu'ils avaient occupé quelques secondes auparavant. Je me suis recroquevillé instinctivement, un bras bloqué autour de la chienne, l'autre levé pour protéger ma tête alors que la neige et la poussière nous fouettaient. Le son était accablant. Une chose physique qui me pressait, me secouait les os et me coupait le souffle. Puis, tout aussi brusquement, il a disparu. La vallée est retombée dans un silence abasourdi, brisé seulement par le sifflement de la neige qui tombait et le son haletant de ma respiration. Je suis resté là un instant, la poitrine soulevée, le cœur battant comme s'il essayait de s'échapper. Lentement, j'ai desserré ma prise et je me suis déplacé, me relevant sur un genou. Grace gisait à côté de moi, ses flancs se levant et s'abaissant rapidement, son corps tremblant maintenant, non pas de contrainte, mais de choc et de froid. Les chiots se sont blottis contre elle, attirés par l'instinct, leur petite forme pressée dans sa fourrure. J'ai étendu la main et j'ai dénoué avec précaution le tissu couvrant ses yeux, mes doigts doux malgré l'urgence qui résonnait encore en moi. Quand le bandeau est parti, ses yeux se sont ouverts grands, sombres et brillants, reflétant la confusion, la peur et quelque chose d'autre qui m'a serré la gorge. Elle m'a regardé, me voyant vraiment maintenant, et pendant une longue seconde, personne n'a bougé. La neige s'est accumulée sur mes cils, a fondu sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. Je me suis senti étrangement exposé, agenouillé là, à découvert, comme si le moment exigeait de l'honnêteté plutôt qu'une armure. La chienne s'est avancée légèrement, prudente mais délibérée, et a tendu son museau. Il a effleuré ma main gantée, chaud et humide, un contact bref et hésitant qui ne portait aucune menace, seulement de la reconnaissance. J'ai expiré, un son qui était moitié rire, moitié sanglot, et je me suis affaissé sur mes talons, la force m'abandonnant d'un coup maintenant qu'elle n'était plus nécessaire. Je suis resté là, agenouillé dans la neige à côté d'eux, laissant la tempête continuer sa chute lente et indifférente, consciente de rien d'autre que du fait qu'ils étaient vivants, et que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir.
Le poids sur ma poitrine semblait plus léger, comme si quelque chose d'enterré s'était enfin réveillé. Je ne me souviens pas clairement du trajet de retour à la cabane. Juste une série d'impressions cousues ensemble par l'épuisement et le soulagement. Les phares du pick-up traçaient un tunnel étroit à travers la tempête. Je gardais une main ferme sur le volant et l'autre calée contre le siège, à l'écoute des petits bruits derrière moi. Grace était étendue sur une bâche pliée à l'arrière du camion, son corps lâchement enveloppé dans une couverture de secours que je gardais pour les urgences. Sa respiration était encore superficielle, mais plus régulière maintenant, tandis que les 3 chiots se blottissaient contre sa chaleur, petits et fragiles, leurs gémissements s'estompant dans de doux soupirs incertains. La route montait doucement, s'éloignant des voies ferrées vers le bord de la vallée de la Roche-Rouge, où ma cabane se tenait seule parmi les genévriers épars et les buissons ployés sous la neige. Une modeste structure de bois et de pierres patinées qui se fondait dans le paysage plutôt que de le revendiquer. Je l'avais construite moi-même il y a des années, utilisant mes mains comme j'utilisais autrefois la discipline, façonnant quelque chose de solide et de simple parce que je ne faisais confiance à rien qui semblait trop facile. Les lumières de la cabane étaient éteintes quand je suis parti plus tôt ce soir-là. Mais maintenant, je les ai allumées avant même de couper le moteur. La lueur jaune s'est répandue sur la neige comme un souffle retenu enfin libéré. Je me suis déplacé avec précaution, soulevant Grace en premier, malgré la douleur qui flambait le long de mon épaule et de ma colonne vertébrale, murmurant des sons bas et réguliers qui ne portaient aucun ordre, seulement de l'apaisement. De près, à la lumière, je pouvais voir toute l'étendue de son état. L'épuisement gravé dans les lignes de son corps, les endroits où la corde avait laissé des marques de colère sous sa fourrure, l'intelligence de ses yeux ternis, mais pas brisés. Je l'ai allongé près de l'âtre sur une vieille courte pointe, la positionnant de manière à ce que la chaleur l'atteigne sans l'accabler, puis j'ai guidé les chiots près d'elle, les arrangeant avec une douceur qui m'a surprise. Je n'avais rien touché d'aussi petit depuis des années. Les chiots ont répondu instinctivement, se pressant contre leur mère, leurs petites pattes pétrissant, comme s'ils cherchaient quelque chose de familier dans un monde qui avait été bouleversé. Je suis resté accroupi là un long moment, regardant leur poitrine se soulever et s'abaisser, conscient du silence qui s'installait autour d'eux, différent maintenant, rempli non pas de vide, mais d'une vie fragile. C'est là que j'ai réalisé à quel point la cabane semblait généralement bruyante lorsqu'elle était vide, à quel point le calme avait toujours semblé peser, amplifiant la mémoire. Maintenant, le silence était rompu par le souffle et le mouvement, par le doux grattement des griffes sur le bois, et cela m'a apaisé. Je me suis redressé lentement, mes articulations protestant, et j'ai commencé à rendre l'espace plus sûr, disposant de l'eau, déchirant de propres bandes d'une vieille serviette pour soigner les blessures de Grace, avec un soin appris par nécessité plutôt que par entraînement. Pendant que je travaillais, la tempête continuait sa chute implacable à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la cabane, le monde se réduisait à des tâches gérables, le genre qui demandait de l'attention plutôt que des réponses. Je venais de finir de rapprocher un bol d'eau quand un léger coup a retenti à la porte, hésitant, comme si la personne n'était pas sûre d'être la bienvenue. J'ai figé, chaque instinct s'allumant, puis je me suis forcé à respirer et j'ai traversé la pièce. Quand j'ai ouvert la porte, le froid s'est engouffré avec la vue d'une femme se tenant juste au-delà du seuil, ses bottes poussiéreuses de neige, une casserole soigneusement tenue dans des mains gantées. Elle était de taille moyenne, mince mais pas fragile, avec des cheveux foncés raides ramenés en un chignon lâche qui avait commencé à se défaire, des mèches attrapant la lumière du porche. Sa peau était pâle, teintée de rose par le froid, et ses yeux d'un doux gris-vert contenaient un mélange de prudence et de gentillesse. « J'ai vu vos lumières », a-t-elle dit doucement, sa voix basse et stable. Elles sont allumées depuis un moment. C'était Sophie Martin, ma plus proche voisine, bien que nous nous parlions rarement
au-delà de brefs hochements de tête ou d'échanges de mots nécessaires. Elle vivait seule dans une petite maison louée en bas de la route, travaillait à distance pour une entreprise de design basée hors de la région et se tenait à l'écart d'une manière que je comprenais bien. Il y avait une méfiance en elle, pas inamicale, mais délibérée, façonnée par quelque chose qu'elle ne publiait pas. J'avais remarqué une fois, des mois plus tôt, la façon dont elle tressaillait à un bruit soudain et fort, la façon dont son sourire s'effaçait rapidement quand l'attention s'attardait trop longtemps. Des signes d'un passé qui lui avait appris la prudence. J'ai fait un pas de côté sans explication, et elle m'a suivi, s'arrêtant net quand elle a vu les chiens. Son regard s'est adouci immédiatement, la méfiance s'apaisant alors qu'elle observait la scène. Grace allongée près du feu, les chiots pressés près d'elle, la preuve silencieuse d'un chaos récent. « Oh » a-t-elle soufflé, posant la casserole sur la table comme si elle avait peur de briser le moment. « Ils sont magnifiques. » J'ai hoché la tête, incertaine de ce que je devais dire. Je n'avais pas l'habitude de partager mon espace ou mes histoires, et pourtant la présence d'une autre personne ne me semblait pas intrusive maintenant. Sophie s'est agenouillée avec précaution, gardant ses distances et a étudié Grace avec une expression pensive. « Elle a l'air forte », a-t-elle dit, plus une observation qu'une assurance. « Fatiguée mais forte », ai-je fini par répondre avant de pouvoir me retenir. Elle les a protégés. Sophie a levé les yeux vers moi, ses yeux rencontrant les miens pendant une brève seconde de compréhension. « C'est ce que font les mères », a-t-elle dit simplement. Elle a soulevé le couvercle de la casserole et l'odeur de soupe chaude a rempli la cabane, riche et réconfortante. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelque chose de chaud », a-t-elle ajouté, comme si elle était gênée par sa gentillesse. J'ai alors réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait apporté quoi que ce soit sans obligation. J'ai accepté la casserole avec un remerciement discret et j'ai regardé Sophie se lever, brossant la neige de ses genoux. Elle s'est attardée près de la porte, observant la petite scène une dernière fois, puis a souri, une courbe douce et sincère de sa bouche qui a transformé sa réserve prudente en chaleur. « On dirait qu'ils ont trouvé la bonne maison », a-t-elle dit doucement, des mots qui portaient plus de poids qu'elle ne le savait. Le matin s'est glissé dans la vallée de la Roche-Rouge sans cérémonie, la tempête s'apaisant d'une chute pâle et régulière qui adoucissait les bords de la violence de la nuit. Je me suis retrouvé éveillé bien avant que la lumière n'atteigne complètement les fenêtres de la cabane, écoutant les petits bruits irréguliers de vie derrière moi. Grace gisait près de l'âtre, sa respiration plus profonde maintenant, un rythme lent qui stabilisait la pièce, tandis que les chiots s'agitaient par de brèves et maladroites poussées, leur minuscule corps testant la chaleur dans l'espace comme s'ils n'étaient pas sûrs que le danger était réellement passé. Je me suis déplacé doucement, attentive à chaque pas, les habitudes de vigilance toujours cousues dans mes muscles, et j'ai préparé du café que j'ai à peine goûté. J'avais passé les premières heures à nettoyer les dernières traces de fibres de corde de la fourrure de Grace, découvrant des contusions sous le pelage et la faible empreinte de la cruauté dans le motif des nœuds. Des détails qui me laissaient plus froide que le temps extérieur. Quand le soleil s'est finalement montré comme une fine traînée grise au-delà des arbres, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel que j'envisageais depuis le moment où j'avais vu les bandeaux. Julien Leclerc a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix claire et alerte malgré l'heure, le son de quelqu'un habitué à être sollicité. Julien, une quarantaine d'années, aux pommettes saillantes et au calme pratique qui transparaissait autant dans sa façon de parler que dans sa façon de travailler. Ses cheveux roux étaient généralement tirés en une tresse basse qui les maintenait hors de son chemin, et ses yeux, d'un bleu fixe, ne manquaient de rien. Il avait grandi dans une famille d'éleveurs non loin de là, apprenant tôt que les animaux mentaient rarement sur la douleur, et portait cette compréhension dans sa pratique avec une compassion tranquille et incessante. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, il n'a pas interrompu ni adouci son ton. « J'arrive », a-t-il dit simplement. « Ne les bougez pas plus que nécessaire. »
Julien est arrivé dans l'heure, son camion crissant sur la neige, un sac en toile jeté sur son épaule, alors qu'il entrait dans la cabane avec une assurance mesurée. Il s'est arrêté juste un instant pour observer la scène, la mâchoire se serrant presque imperceptiblement, alors que son regard se posait sur Grace et les chiots. Agenouillé à côté d'eux, il a travaillé méthodiquement, les mains douces mais précises, vérifiant les poux, examinant les abrasions, soulevant la fourrure pour révéler l'histoire écrite dessous. J'ai observé à courte distance, ressentant l'impuissance familière qui venait avec l'attente, pendant que quelqu'un d'autre faisait le travail nécessaire. Sophie Martin est arrivée peu après, son manteau poussiéreux de neige, les cheveux toujours lâchement attachés, les yeux marqués par l'inquiétude plutôt que le sommeil. Elle s'est déplacée silencieusement, respectant la gravité de la pièce, et s'est mise à faire bouillir de l'eau, sa présence étant un contrepoint domestique stable à la concentration clinique près de l'âtre. Julien a parlé pendant qu'il travaillait, non pas pour remplir le silence, mais pour l'ancrer. Ces liens n'étaient pas improvisés, a-t-il dit, traçant les marques avec un doigt ganté. Les nœuds sont délibérés. Qui que ce soit qui ait fait ça savait exactement comment restreindre le mouvement sans les tuer tout de suite. Il a soulevé l'une des bandes de tissu raidie par la glace et la saleté séchée. Et bandeur les yeux d'animaux comme ça n'est pas aléatoire. Ça réduit la résistance due à la panique. Ce n'était pas un accident. Les mots ont lourdement atterri, s'installant dans ma poitrine avec un poids que je reconnaissais. J'avais déjà vu l'intention déguisée en chaos. Les mains de Sophie se sont immobilisées à l'évier et elle s'est tournée légèrement, son visage pâle mais composé. « Quelqu'un voulait qu'il meure », a-t-elle dit doucement. La déclaration est en plus une reconnaissance qu'un choc. Julien a hoché la tête une fois. Et qu'il disparaisse. Pas de traces, pas de témoins. Il a levé les yeux vers moi, rencontrant mon regard avec une expression qui ne contenait ni accusation ni réconfort, seulement la vérité. Ce n'était pas la première fois. Pendant que Julien poursuivait son évaluation, expliquant ce qui serait nécessaire pour traiter les infections et gérer le choc, Sophie a commencé à parler, les mots sortant comme s'ils avaient attendu un moment comme celui-ci. Elle nous a raconté, à Julien et à moi, la ville qu'elle avait laissée derrière elle, la relation qui avait commencé avec du charme et s'était terminée par du contrôle. La façon dont l'isolement s'était insinué jusqu'à ce qu'elle doute de sa propre perception du danger. Sa voix était stable, mais ses doigts se tordaient inconsciemment, une habitude née de longues nuits passées à mesurer le silence pour toute menace. Quand personne ne vous croit, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le sol, vous commencez à croire que vous le méritez. J'ai écouté sans commentaire, comprenant plus que je ne dirais. Julien a fini de bander la poitrine de Grace et s'est rassis sur ses talons, absorbant les mots de Sophie avec un froncement de sourcils pensif. Les gens qui font ça, a-t-il dit, en désignant les cordes, comptent sur ce silence. Il a rangé ses outils avec soin, puis a regardé autour de la cabane comme s'il cartographiait l'avenir. Grace aura besoin d'antibiotiques et de repos. Les chiots devront être nourris toutes les quelques heures. J'apporterai des fournitures cet après-midi. Il a hésité, puis a ajouté, sa voix plus basse maintenant. Vous devriez aussi être prudente. Je me suis légèrement redressé. Prudente comment? Julien a rencontré mon regard, la réserve professionnelle s'effaçant juste assez pour révéler de l'inquiétude. Celui qui a fait ça ne va pas simplement s'en aller. La phrase est restée là, sans phare, et j'ai senti la vieille préparation remuer de nouveau, non pas de la peur, mais de la conscience. J'ai hoché la tête une fois, la décision déjà en formation, tandis qu'à l'extérieur, la vallée retenait son souffle sous un ciel qui semblait trompeusement calme. La nuit après l'avertissement s'est passée sans incident, mais je n'ai pas pris le silence pour de la sécurité. Au matin, la vallée de la Roche-Rouge gisait sous une couche de neige fraîche, propre et trompeuse, lissant les traces et les preuves avec une égale indifférence. Je savais que si des réponses devaient être trouvées, elles n'attendraient pas.
Je me suis mise en mouvement avant le lever du soleil, laissant la cabane calme et chaude derrière moi, faisant confiance à la force de Grace et à la porte verrouillée pour faire son travail. La route vers le col de la Roche-Rouge était étroite et rarement utilisée en hiver, grimpant régulièrement à travers les broussailles et la pierre. Je l'ai conduite lentement, les yeux rivés sur les marges où la neige rencontrait la roche, là où les erreurs avaient tendance à se révéler. Des années en uniforme m'avaient appris que les gens disparaissaient rarement complètement. Ils laissaient des schémas, et les schémas racontaient des histoires. Près d'un virage où le vent avait presque dénudé le sol, je l'ai vu. Une trace compressée trop large pour la faune, enfoncée assez profondément pour suggérer du poids et de la répétition. Je me suis arrêté, accroupi, et j'ai tracé le bord avec une main gantée, notant la bande de roulement, l'angle, la façon dont elle coupait le flux naturel du terrain. Quelqu'un était passé par ici plus d'une fois. J'ai suivi les signes avec précaution, parfois à pied, parfois en conduisant, laissant le terrain me guider plutôt que de forcer un chemin. La piste m'a mené vers une structure abandonnée à moitié cachée par la roche et la neige, un bâtiment industriel bas en retrait de la route près du col de la Roche-Rouge. Ses murs ondulés étaient rouillés de traînées ternes de marron et d'orange. L'endroit semblait oublié, mais j'ai immédiatement ressenti quelque chose de pas normal, le sentiment d'une utilisation récente qui s'y accrochait comme un résidu. Je me suis approché par le vent, contournant largement, notant la croûte de neige brisée près de l'arrière et un léger bourdonnement de vieux câblages tirant encore de l'énergie de quelque part. À l'intérieur, l'air était plus froid que je ne l'attendais, âpre avec l'odeur du métal, de l'huile et de quelque chose d'autre qui me serrait l'estomac. Des chaînes pendaient à des crochets du plafond, leurs maillons marqués et lissés à des endroits où le mouvement avait été forcé. Le long d'un mur se trouvait une ligne de cages en acier, certaines tordues, d'autres renforcées, toutes marquées de rayures et de taches séchées qui parlaient de panique et de confinement. Dans le coin, une installation de surveillance rudimentaire clignotait faiblement. Une caméra inclinée vers les cages, une autre vers la porte. Je suis resté immobile un long moment, laissant les preuves se mettre en place. Ce n'était pas de la cruauté opportuniste, c'était organisé, délibéré. J'ai tout documenté avec soin avec mon téléphone, me déplaçant avec la même précision méthodique que j'utilisais autrefois en mission, consciente que l'instinct d'agir devait maintenant être tempéré par la nécessité d'exposer plutôt que de confronter. À l'extérieur, j'ai remarqué de nouvelles marques de pneus partiellement obscurcis par la neige et des bouts de corde jetés à proximité, correspondant à ceux que j'avais coupés de Grace. La connexion n'était plus théorique. Pendant que je travaillais, Sophie Martin faisait quelque chose dont elle ne s'était pas crue capable des mois auparavant. Depuis la fenêtre de son salon, elle avait toujours gardé un œil sur la route par habitude plutôt que par suspicion, une vigilance apprise née d'années passées à évaluer les humeurs et les issues. Elle était assise à son petit bureau, son ordinateur portable fermé, son carnet ouvert, son stylo bougeant régulièrement, alors qu'elle revoyait des dates et des heures qu'elle avait à moitié remarquées auparavant. Un pick-up foncé avec un panneau arrière cabossé, une camionnette blanche qui tournait au ralenti trop longtemps près des rails, des plaques d'immatriculation aperçues à travers la neige et la distance, des numéros qu'elle avait alors rejetés comme de la paranoïa. Son écriture était nette mais serrée, chaque ligne un acte de résolution tranquille. Sophie n'était pas grande, mais il y avait une force compacte dans sa constitution, une résilience façonnée par la nécessité plutôt que la confiance. Et pendant qu'elle écrivait, elle a senti quelque chose d'inhabituel se mettre en place. Elle ne regardait plus pour survivre. Elle regardait pour témoigner. Quand je l'ai appelée depuis le bord du col de la Roche-Rouge, ma voix calme mais déterminée, elle a écouté sans m'interrompre, puis a lu les numéros de plaque à voix haute, confirmant ce que je soupçonnais. « Je pense qu'ils sont liés », a-t-elle dit, son ton stable malgré le tremblement de ses mains. « J'en suis certaine. » J'ai expiré lentement. « C'est suffisant », ai-je dit,
C'est plus que suffisant. Je suis retourné à la cabane en fin d'après-midi, le poids de ce que j'avais vu pesant sur moi, mais pas dans l'isolement. Grace m'a rencontré à la porte, se déplaçant plus facilement maintenant, les yeux vifs, sa présence réconfortante. Les chiots se bousculaient à ses pieds, maladroits et sans peur, et j'ai senti une protectivité féroce m'envahir, aiguisée par la certitude. J'ai étalé les preuves sur la table, photographies et notes formant un récit clair d'intention et de répétition. Ce n'était pas quelque chose à gérer discrètement ou seul. J'ai passé l'appel alors que la lumière commençait à s'estomper, contactant les autorités fédérales qui traitaient le trafic d'animaux interétatiques et la cruauté organisée. Kadadat, oui, Kaisin, expliquant ce que j'avais trouvé avec la clarté de quelqu'un habitué à être écouté. Je n'ai pas enjolivé ni supplié. J'ai exposé des faits, des schémas, des lieux, et j'ai proposé de la documentation. L'agent, à l'autre bout, a écouté attentivement, posé des questions précises et promis une action immédiate. Quand j'ai terminé l'appel, j'ai senti quelque chose bouger, subtil mais profond. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'armée, j'avais choisi le soutien plutôt que la solitude sans me sentir diminué par cela. Sophie est arrivée peu après, son carnet sous le bras, le visage pâle mais déterminé. Elle m'a tendu les pages sans cérémonie. Au cas où ils en auraient besoin, a-t-elle dit. J'ai rencontré son regard, reconnaissant le courage, là où elle n'avait peut-être vu que de la peur auparavant. À l'extérieur, la neige a recommencé à tomber, légère et persistante, recouvrant la vallée de couches silencieuses. Mais sous cela reposait maintenant la vérité, découverte et indéniable. J'ai regardé Grace, la ligne stable de son corps entre l'âtre et la porte, et j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, cela ne serait pas affronté en silence. Le printemps ne s'est pas annoncé bruyamment dans la vallée de la Roche-Rouge. Il est arrivé comme la guérison le fait souvent, tranquillement, presque avec des excuses, avec des matins qui portaient plus de lumière que de froid et de la neige qui s'adoucissait en haut au lieu de mordre la peau. J'ai remarqué le changement, non pas parce que je le cherchais, mais parce que Grace, elle, l'a fait. Elle a commencé à s'attarder plus longtemps sur le porch, sa posture détendue maintenant, son regard autrefois méfiant suivant la lente fonte le long de la lisière des arbres, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle avait déjà décidé. Les événements qui ont suivi l'appel aux autorités fédérales se sont déroulés avec une efficacité que je reconnaissais d'une autre vie, une vie que j'avais cru terminée. Des véhicules banalisés sont apparus sur la route près du col de la Roche-Rouge. Des hommes et des femmes en sortaient avec des mouvements mesurés et des yeux vifs, leurs vêtements simples, mais leur présence indubitable. Les arrestations se sont produites sans spectacle. Le groupe responsable de l'entrepôt abandonné, des keggers, des chaînes et de la tentative d'effacer des créatures vivantes sans témoin a été démantelé pièce par pièce. Leur opération a été exposée non par la force, mais par la patience et les preuves. J'ai parlé brièvement avec les agents, répondant aux questions, remettant des photos et des notes, mon rôle clair mais circonscrit. Quand ce fut fini, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un profond et stable soulagement, comme si quelque chose de longtemps serré en moi s'était enfin relâché. Les chiots n'ont pas compris la justice, mais ils ont compris le changement. Pierre, le plus petit et le plus frêle, a été le premier à partir. Ce n'était pas une scène émouvante, pas dans un sens classique. J'ai juste senti ce petit corps fragile quitter mes bras pour ceux d'une vieille dame aux cheveux blancs qui semblait irradier la patience. C'était une enseignante à la retraite, je crois. C'était bon de le savoir entre des mains si calmes. Les deux autres petits ont trouvé d'autres familles aimantes quelques jours plus tard. Chaque adieu portait sa propre douleur, mais aucun ne ressemblait à une perte. Grace a observé chaque départ avec une acceptation sereine, sa queue remuant une fois, lentement et sûrement, comme si elle comprenait que la sécurité signifiait parfois lâcher prise. Elle n'a pas essayé de suivre.
Quand la cabane est redevenue plus silencieuse, elle a choisi sa place à mes côtés sans hésitation, se blottissant près de l'âtre la nuit et se levant avec moi chaque matin, sa présence non plus méfiante, mais compagne. La station de sauvetage a commencé presque par accident. J'ai vidé l'ancienne remise derrière la cabane, réparé le toit, renforcé les murs, installé des chenils simples construits avec les mêmes mains soigneuses qui autrefois assemblaient l'équipement sous le feu. La nouvelle a voyagé comme elle le faisait toujours dans les petits endroits, portés non par des annonces, mais par l'observation. Un chien boiteux laissé au bord de la route. Une boîte de chatons abandonnée découverte près du ruisseau. Je les ai accueillis sans commentaire, mon travail étant stable et anodin de la manière la plus importante. Julien Leclerc est passé 2 fois par semaine, son camion désormais familier dans l'allée, sa manière aussi posée que jamais, bien que ses sourires soient venus plus facilement. Il a soigné les blessures, administré des vaccins et tenu des registres avec une précision tranquille, ne surestimant jamais l'importance de ce qu'il faisait, mais ne la minimisant jamais non plus. Sophie Martin est devenue un pilier à sa manière. Elle arrivait avec des produits de nettoyage, des couvertures fraîches ou simplement une volonté d'écouter, ses mouvements plus légers qu'ils ne l'avaient été lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans la cabane des mois auparavant. Elle a coupé ses cheveux plus courts, un changement pratique qui encadrait son visage et mettait en valeur la confiance calme qui commençait à prendre racine dans son expression. Sa peau portait toujours la douceur de quelqu'un qui passait de longues heures à l'intérieur à travailler devant un écran, mais il y avait une nouvelle couleur là maintenant, un signe de jours passés dehors, d'une vie qui s'étendait au-delà de la peur. Elle riait plus souvent, discrètement au début, puis sans excuse, et quand elle parlait de son passé, c'était avec distance plutôt qu'avec douleur. La station n'est pas devenue grande, mais elle est devenue réelle. Les voisins passaient avec de la nourriture, des fournitures ou des histoires. Les enfants apprenaient les noms des animaux et l'importance de la douceur. Grace est devenue à la fois gardienne et ambassadrice, son comportement stable, rassurant même les visiteurs les plus hésitants. Je me suis retrouvé à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années, le poids de la vigilance s'allégeant en quelque chose comme de la confiance. Au premier vrai matin de printemps, quand la vallée scintillait sous un pâle soleil et que les dernières taches de neige tenace ne s'accrochaient qu'aux ombres les plus profondes, j'étais assis sur le porche avec une tasse de café réchauffant mes mains. Grace était couchée à côté de moi, son corps confortablement étiré, les yeux mi-clos de contentement. En dessous, Sophie se tenait dans la cour, la lumière du soleil accrochant ses cheveux foncés, alors qu'elle levait les yeux et souriait, un sourire qui ne portait aucune question, seulement une présence. J'ai respiré l'air, frais et propre, et j'ai senti la réponse s'installer en moi. Il y avait des endroits qui semblaient vides jusqu'à ce que vous choisissiez de rester. Il y avait des hivers qui se terminaient non pas par la victoire, mais par l'appartenance. C'est fou, n'est-ce pas, ce que la vie nous envoie. Et aujourd'hui, franchement, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur en rouvrant cette partie de moi. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment évident, rien n'est parfait, et les fins heureuses, ça n'existe que dans les contes. Mais c'est ma vie, pleine de bruits et de silence, de deuil et de miracles du quotidien, et pour l'instant, c'est suffisant. C'est même bien plus que ce que j'aurais pu imaginer il y a quelques mois.